Puis je vous propose peut-être qu'on passe tout de suite sur la table ronde, comme ça permettra d'avoir des échanges. Et donc j'invite tous les intervenants de ce matin à venir, ainsi que Hervé Cubizol qui en sera l'animateur, là, oui, sur l'estrade. Et puis je laisse la parole à Hervé pour animer. Ouais. Écoute, merci de me donner la parole et puis de me donner l'opportunité d'animer ce petit débat. Écoutez, moi je pense qu'il y a deux aspects dans ce débat. Il y en a un qui est, je dirais, une dimension politique et philosophique à ces questions-là. Parce que, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, les notions de service écosystémique, de dette écologique, le jour de dépassement, etc., tous ces concepts qu'on manipule beaucoup, hein, il y a un peu une inflation de concepts d'ailleurs depuis quelques années, ils ne font pas du tout l'unanimité dans le monde scientifique. Hein. Pas du tout, même la notion de service écosystémique, elle est très très critiquée. Et si les Français n'ont pas été très présents au Millénium, c'est pas juste parce qu'ils n'avaient pas envie d'y aller ou que ça nuisait à leur carrière, c'est parce que d'un point de vue politique et philosophique, ils n'étaient pas d'accord avec la démarche de nos collègues anglo-saxons. Nos collègues anglo-saxons ont une autre approche de la relation à l'environnement. Bon, puis le Millénium, en plus, c'est une espèce de business à l'anglo-saxonne dans lequel, effectivement, on n'est pas à l'aise. Mais il y a des oppositions politiques et philosophiques, il ne faut pas l'oublier, quoi. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est important. Alors, je comprends bien, pour les gestionnaires, au quotidien, c'est pas tellement leur problème. Je travaille avec eux tout le temps, donc je connais ça. Et donc, on ne va pas passer peut-être toute la fin de matinée là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas mettre de côté cette dimension politique et philosophique. Moi, ça me paraît très, très important et même fondamental. Parce que, pour le reste, après, on nous propose des outils, parce que tout ça, ce sont des outils, hein. Ce sont des métriques, hein, en fait, hein, pour gérer l'environnement, mais qui s'inscrivent dans une logique très anthropocentrée. C'est l'homme qui intervient, hein, qui gère la nature, qui joue à Dieu, hein, et qui essaye de tout contrôler. Il n'y arrive pas, évidemment, mais il essaye quand même de tout contrôler. Il y a des enjeux économiques, financiers derrière. Mais au quotidien, le gestionnaire, il a besoin d'outils. Et donc, il faut qu'il utilise les outils qu'on lui propose. Donc, il y a aussi cette dimension pratique de terrain qu'on abordera, évidemment. Mais à un moment, quand le gestionnaire il utilise des outils et qu'au bout de 30 ans de carrière, il s'aperçoit que la biodiversité continue à se casser la figure, que les zones humides sont toujours plus polluées, que les préfets continuent à donner des dérogations pour faire reculer, qui font reculer les sites Natura 2000, parce qu'on a besoin de terrain pour une autoroute, pour une route, pour une extension urbaine, etc. Le gestionnaire, il se pose aussi des questions. Hein. Les gestionnaires se posent aussi des questions et on en revient aux problèmes politiques dont je parlais au départ. Donc je pense qu'il y a les deux volets. Après, c'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui... moi, j'interviendrai le moins possible. Mais il me semble que c'est ces deux questions-là qui peuvent nous intéresser. Alors, je ne sais pas, on peut faire ça dans le désordre, ou alors répondre aussi à des questions poser des questions très précises relatives aux interventions. Mais peut-être qu'on peut commencer par 2-3 réflexions générales sur ces concepts-là. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Oui, Hervé, je pense, effectivement. Oui, merci d'aborder la question à ce niveau-là. Moi, j'avais une interrogation dès la deuxième communication où il nous a été présenté le fait que le refus d'aller vers ce concept de service écosystémique était lié à la posture qu'on connaît par ailleurs d'une vision de la nature indépendante de l'homme, d'une nature qui fonctionnerait mieux si l'homme était tenu complètement à l'écart. Je pense que, et je ne suis pas le seul, que pour beaucoup, on a complètement accepté dans cette logique-là. Et dans un premier temps, ça nous paraissait parfaitement logique de raisonner sur une intégration de la préservation de la biodiversité et d'activités humaines. Ensuite, la manière dont ça évolue et dont c'est, entre guillemets, peut-être même récupéré, m'inquiète beaucoup plus. D'une part, et on le voit à travers ce qu'on nous a présenté ici, on aboutit, comme dans d'autres domaines qui nous concernent, dans la biodiversité, mais ailleurs, à une lourdeur administrative complémentaire avec des indicateurs dont on ne connaît pas toujours la pertinence, mais qu'il faut... Donc je crains que pour justifier des actions pour des acteurs autres que les acteurs environnementaux, mais aussi pour les acteurs environnementaux, on va rajouter une couche de lourdeur administrative. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, ou la deuxième interrogation, c'est que j'ai l'impression qu'on va dans le sens d'une intégration de la biodiversité dans la logique de l'économie marchande, de l'économie néocapitaliste dont on parle si souvent, et qu'il y a peut-être aussi des options qui consistent à infléchir l'activité économique pour aller dans le sens d'une gestion plus intégrée et plus écologique. Dans une période de crise et de mutation, on peut se poser la question de savoir s'il faut
aller à fond dans une logique d'intégration de la biodiversité dans la logique marchande qui nous domine, ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut se construire et qui aura du sens? C'était relatif à la... Oui, tu as élargi, mais si quelqu'un veut répliquer ou quelqu'un dans la salle. Grégory? Je veux dire juste un petit mot parce que ça m'évoque justement cet aspect d'économie et de marché tel qu'on le connaît et d'inclure soit la biodiversité, soit les services écosystémiques dans ces marchés-là. Justement, il y avait une réaction de Robert Constanza là, dans son article de 2017 qui disait, qui appelait de ses voeux que si cette évaluation économique se faisait, il ne fallait pas que ces services avec cette biodiversité soient soumis à la loi de l'offre et de la demande comme ça fonctionne actuellement, sinon ça serait une catastrophe, qu'il fallait un autre mécanisme de régulation de ces marchés-là, sinon on risquait d'aller droit dans le mur. Une petite comparaison pour illustrer ce risque, la question de l'impact carbone des économies d'énergie liées à l'isolation, où on voit les entreprises polluantes et qui ont un impact carbone important, qui se saisissent de l'outil paiement pour services environnementaux, qui font de la démarche auprès de tout propriétaire de maison pour faire une pseudo-isolation, qui en général n'a aucun effet positif sur l'économie d'énergie, mais qui leur permet de justifier de ne pas faire évoluer leur système de production. Oui, moi il me semble qu'en fait il y a deux champs de discussion. Il y a un champ de discussion... Si, ça marche. Il y a un champ de discussion théorique sur la notion de service et puis de rémunération de service, l'introduction dans une économie de marché, etc. Et puis ensuite, il y a une question très pragmatique de mise en œuvre. Et j'ai l'impression qu'on confond toujours ces deux champs de discussion avec sans doute un peu de mauvaise foi. En fait, on va dire par exemple les mesures agri-environnementales sont des paiements pour services environnementaux. Le dispositif que le ministère de l'écologie a bâti et est en train de mettre en œuvre, ce sont des paiements pour services environnementaux. Bon, je pense il y a toujours ce danger de se laisser piéger par des mots. Et dès qu'on a mis une étiquette, on raisonne comme si cette étiquette correspondait à une réalité. En fait, pour être sincère, le dispositif, aussi, c'est encore plus vrai pour les MEA, mais le dispositif qu'on propose, c'est plus une rémunération de l'activité agricole. On pourrait même considérer ça comme non pas une rémunération, un paiement de services environnementaux, mais un revenu accordé à l'activité agricole. Et c'est pas donc c'est pas un paiement de services environnementaux, c'est un paiement des agriculteurs pour activité considérée comme satisfaisante d'un point de vue environnemental. Donc c'est plus un paiement d'orientation en quelque sorte, mise en œuvre de moyens publics pour orienter les systèmes de production dans un sens qui nous semble plus intéressant, plus qu'une rémunération monétaire ou économique du service en lui-même. Ça, c'est pour l'aspect conceptuel en quelque sorte. Et puis pour l'aspect pratique, par rapport à la charge administrative croissante, indicateurs, etc., tout dépend de ce dont on parle, si c'est des paiements pour services environnementaux privés ou publics, si c'est des paiements pour services environnementaux, donc quel que soit le nom qu'on leur donne, un dispositif qui mobilise des financements publics, il semble normal que la puissance publique se dote de moyens pour contrôler très exactement ce qu'elle va rémunérer, parce que sinon ça pose des problèmes que vous évoquiez tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on finance des dispositifs et on constate que les zones humides continuent à se dégrader, que les haies, il y a 11 000 km de haies qui continuent à être arrachés par an alors qu'il y a eu des programmes de plantation colossaux, etc. Donc il y a bien quand même une nécessité de se doter d'outils qui permettent de contrôler à quoi va servir l'argent public. Mais avec un souci néanmoins, et ça c'était une des critiques qu'on a eu toujours par rapport au dispositif de MAE, d'avoir quelque chose de très souple et très adaptable au territoire. Merci. Quelqu'un là-bas. Bonjour, Marion Langon à l'Office français de la biodiversité à la direction régionale. J'avais moi une question sur la durabilité. Comment fait-on dans ces systèmes contractuels qui ont une durée de 5 ans? J'imagine que c'est prévu, hein, mais du coup, comment se protège-t-on de l'arrêt, par exemple de l'entretien des haies, de continuer à faire fonctionner ce qui a été mis en place et financé dans le cadre de la démarche contractuelle? Comment on fait pour que ça perdure?
après. C'est évident qu'il y a un point de faiblesse énorme qui existe déjà pour les MAE, parce qu'on a déjà constaté depuis longtemps avec les MAE qu'on peut rémunérer le maintien de prairies pendant 5 ans et que dès que le contrat se termine, hop, les prairies sont retournées. Et c'est pas avec le dispositif qui se met en place qu'on aura une réponse miracle par rapport à ça. D'autant plus que c'est un dispositif expérimental qui n'est pas destiné à perdurer. Il a été notifié sur une durée limité. Je pense qu'il y a quand même 2 éléments de réponse. C'est que on peut oser espérer, en tout cas j'ose espérer, que ce travail qui aura été fait pour mettre en place ce dispositif, il aura une suite. Et l'idée, c'est quand même que les collectivités aient à leur main un dispositif pérenne, cette fois-ci, ou qui pourra évoluer, mais en tout cas qui permettra d'assurer une continuité de l'action des acteurs locaux sur leur territoire. Je pense que si on pense assurer la pérennité via des outils, ça sera toujours l'échec. Ce qui peut assurer la pérennité de l'action, c'est la volonté d'un groupe d'acteurs sur un territoire pour mener une action sur le long terme ou le très long terme. Mais pour ça, il faut que ces acteurs locaux aient des outils qui soient à leur main. Donc, un de mes espoirs, c'est que à l'issue de ce dispositif expérimental, il y aura une évaluation et qu'il y aura une version V2 en quelque sorte du dispositif qui sera pérenne. Et puis deuxième dimension de la réponse, c'est que tant qu'on rémunère des actions, il suffit qu'on arrête de rémunérer pour que l'action s'arrête. Et l'idée qui est ici, c'est de dire ce qu'il faut, c'est favoriser. C'est pour ça que moi, je m'intéresse plus au pouvoir de transformation, au pouvoir d'évolution, au pouvoir d'orientation de la politique publique qu'à la rémunération des services environnementaux. Mais l'espoir, c'est qu'on puisse orienter les systèmes de production vers des logiques de fonctionnement qui soient parfaitement rentables économiquement. Et en tout cas, c'est bien l'idée qu'on a, et on a quand même suffisamment de données qui le montrent. Les systèmes agroécologiques, les systèmes qui entretiennent les haies, c'est des systèmes qui peuvent être économiquement viables, enfin voilà. Et donc orienter les systèmes de production vers des modes de production moins nocifs, mais qui sont autonomes d'un point de vue économique et qui sont rentables. C'est la seule condition. Enfin, tant qu'on ne parlera pas d'économie en même temps que d'environnement, on n'assurera pas la pérennité de l'action. Oui, je voulais abonder dans le sens de Philippe Nouvel par rapport à la pérennité des projets. C'est vrai que dans le standard des solutions fondées sur la nature, il y a un critère sur la viabilité économique des projets. Et c'est vrai que c'est assez crucial pour justement s'inscrire dans la pérennité, d'avoir un moyen en fait de rémunérer ces projets avec des activités économiques du territoire qui puissent se passer des subventions ou autres dispositifs qui vont être limités dans le temps. Donc je rejoins tout à fait. Sur ce point-là, Sandra, est-ce que le regard sur ce qui a été fait ailleurs dans d'autres pays peut nous donner quelques pistes ? Alors, une des pistes, c'est de coupler le paiement pour service environnemental à une mise en place d'une réglementation plus tard. Donc, en fait, le service environnemental permet de mettre en place, d'accepter, d'accompagner, etc. Et après, ça permet, entre guillemets, de digérer mieux la pilule, de la réglementation ou de la norme plus tard, en fait. Après, il y a les servitudes environnementales, mais c'est vrai que la durabilité, elle reste une question qui est posée et il faudrait plutôt informer, sensibiliser aussi à certains agriculteurs qui avaient des pratiques non respectueuses de l'environnement. Quand ils ont adopté de pratiques respectueuses de l'environnement, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des économies. C'est une autre manière de gérer les pratiques, l'exploitation. Donc voilà, il faut jouer sur ça, je pense. Voilà. Et le paiement dégressif, c'est une manière d'introduire le non-paiement, en fait, qui permet de faire plus tard sans être compensé. Du coup, moi, c'est une question. En entendant ça, je me demande si, du coup, les ORE, les obligations réelles environnementales, pourraient pas être un outil complémentaire de ces PSE, dans cette démarche de mettre en place une réglementation derrière pour que les actions se poursuivent.
Oui, mais alors le problème, quand même, vous dites il y a la théorie et la pratique. Et non, les deux sont intimement liés. Parce que on est en train de dire finalement qu'il fallait, et je sais bien, au quotidien, c'est ça le problème, il faut qu'il y ait une rentabilité économique. Mais déjà, ce mot-là, il est connoté politiquement, je suis désolé. Et une rentabilité, c'est-à-dire que si ça ne marche pas économiquement, on ne peut pas le faire. Donc ça veut dire que si on ne trouve pas de système pérenne qui permette de faire fonctionner une économie tout en respectant l'environnement, on va continuer à dégrader les ressources et à dégrader l'environnement. C'est ça le problème. Donc est-ce qu'à un moment, il ne faut pas envisager une autre façon, un autre système économique qui permette de faire évoluer les choses, quoi. Parce que là, vous l'avez dit tous les deux, hein, il faut qu'il y ait une rentabilité économique. Bon, ok, alors s'il n'y a pas de rentabilité économique, on laisse tomber les MAE, on laisse tomber tous ces trucs qui ne permettent pas à l'agriculteur, par exemple, des monts du forêt, de vivre sans subvention. Et c'est vrai qu'il ne peut pas vivre sans subvention. Mais alors c'est pas rentable économiquement, on laisse tout tomber. Comment on fait si... Parce que je crois qu'on en est un petit peu là. Hein. Il y a quand même un certain... Oui, mais il y a quand même un certain nombre de données objectives dont on dispose qui nous permettent de montrer qu'il y a des systèmes de production autres que ceux qui dominent actuellement et qui ont été favorisés par les politiques agricoles communes successives, qui sont parfaitement rentables. Bon, je pense notamment, c'est vrai qu'on manque de données objectives sur tous les systèmes de production. On a surtout des données qui ont été produites notamment par le réseau des CIVAM sur les élevages laitiers et surtout dans le Grand Ouest, mais qui sont très convaincantes. C'est-à-dire qu'on montre qu'il est possible de revenir à des systèmes à l'herbe, de diminuer la consommation en intrants des exploitations, en ayant des systèmes qui sont environnementalement plus intéressants et économiquement plus performants, et économiquement sur le travail à la ferme, etc. On a également quelques données en grande culture qui montrent que, bon là c'est plus délicat, mais qu'on peut également aller dans ce sens-là, c'est-à-dire une diminution de la consommation en intrants, c'est une récupération de la plus-value sur les exploitations et de faire évoluer les systèmes. Bon, donc il y a cette idée effectivement que l'agroécologie comprise comme système de production économe en intrants et valorisant les ressources propres des agroécosystèmes peuvent être économiquement. La difficulté, c'est la transition. Donc il s'agit de favoriser les systèmes pour qu'ils aillent dans un sens qui ensuite leur permettra d'être autonomes économiquement et viables économiquement. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Non, mais je fais semblant je fais un peu l'avocat du diable, mais bien sûr qu'il existe des tas de systèmes qui fonctionnent bien. Sauf que, par exemple, vous prenez les agriculteurs bio, l'agriculteur bio de base, il y avait 3 ans dans le versement de ces subventions, quoi. Alors je suis d'accord avec vous, il y a une transition qui va être compliquée, parce que derrière, il y a des lobbies nationaux, internationaux, de l'agroalimentaire qui vont pas céder comme ça. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on voit bien que c'est compliqué pour les gens qui pratiquent cette agriculture, effectivement, qui est durable, entre guillemets. Donc c'est pour ça que la question politique se pose inexorablement. Alors je crois qu'il y a eu un rattrapage pour l'agriculture bio. Le gouvernement a, je crois, presque fini de verser ces subventions qui étaient... Je crois qu'il y avait 3 ans de retard, et les agriculteurs qui n'avaient rien touché depuis 3 ans. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a quand même une dimension politique, parce qu'il y a la volonté d'un gouvernement soit de payer les subventions à des bio, soit de ne pas les leur payer, quoi. Il y a des choix qui ont été faits, là. Il y a des gouvernements qui n'ont pas payé, puis il y en a un autre qui paye. Il y en a peut-être le prochain, il ne payera pas, j'en sais rien. Et puis il y a la politique agricole commune, qui va changer la donne, très sérieusement, théoriquement, qui risque de réorienter dans le sens peut-être d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Alors, c'est pas encore décidé, mais en tout cas, c'est ce que la présidente de la Commission européenne promeut actuellement. Donc, il y a forcément une dimension politique au sens large du terme, et noble du terme, parce que c'est des choix de société, c'est pas... voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas échapper à ça, à ce débat. Mais en fait, d'un point de vue philosophique, on est toujours à Aristote, au bon usage de la nature, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup évolué en 2500 ans finalement. C'est-à-dire qu'Aristote disait, la nature, il faut bien l'utiliser, parce que si on l'utilise mal, on va avoir des problèmes, on ne pourra plus se nourrir. Il y avait déjà des problèmes écologiques dans l'Attique,
à cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, avec des mesures de protection de la forêt contre l'érosion dès cette époque-là, dès le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pas nouveau, les problèmes environnementaux. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans une conception très anthropocentrée qui débouche après sur le maintien de notions comme utile, pas utile. Les services écosystémiques, c'est là où ça me pose un problème, c'est que y a des modes. En ce moment, pour les tourbières, c'est la mode carbone. Ça stocke du carbone. Alors là, ça paraît vachement utile, les tourbières, parce que ça stocke du carbone. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas de ça. Donc il y a des tourbières qui étaient perçues comme complètement inutiles parce qu'elles ne présentaient pas de flore remarquable. Parce que dans les textes de loi, il y a des plantes remarquables, des animaux remarquables, puis il y en a d'autres qui n'ont pas de bol, ils ne sont pas remarquables. Bon. Donc une tourbière, si elle avait des fleurs remarquables à sa surface, on la protégeait. Sinon, on ne s'y intéressait pas. Et puis maintenant, il y a des tourbières qui n'ont pas de fleurs remarquables, mais elles stockent peut-être du carbone. Donc ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'un écosystème est intéressant à un instant T, parce qu'une fonction intéresse la société, ou il n'est pas intéressant parce que ces fonctions n'intéressent pas la société. Sauf que les fonctions qui n'intéressent pas la société, 50 ans après, on peut se rendre compte que finalement, elles étaient très utiles, mais comme on n'en a pas tenu compte, c'est comme ça que des espèces disparaissent, par exemple. Il y a des espèces qui ont disparu parce qu'on ne s'y intéressait pas, et puis on ne s'en est même pas aperçu parfois. Cette nature ordinaire dont on parle, l'hirondelle, elle était complètement banale quand j'étais gamin. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce remarquable, parce qu'elle est dans une situation... Donc même d'un point de vue philosophique, vous voyez, moi ça me gêne qu'on considère qu'il y ait une partie du vivant qui soit remarquable et une partie du vivant qui ne le soit pas. Les nazis pensaient la même chose, Il y avait des gens qui étaient intéressants, puis d'autres qui n'avaient pas besoin de vivre. Mais c'est un peu, alors, même si c'est vis-à-vis d'animaux et de plantes, moi philosophiquement c'est un peu la même chose. On continue à avoir... l'homme se prend pour Dieu, on est toujours là, c'est-à-dire que voilà, on a des sous, on a de la technologie, et puis on fait un peu ce qu'on veut, et on décide que ça c'est utile, donc on va s'en... Et puis en plus, si on détruit l'écosystème, là, comme il nous est utile, ça va nous coûter cher, donc il faut qu'on fasse attention. Vous voyez, on a une vision de la nature qui est uniquement, qui est très matérialiste, quoi, finalement. Et ça, je pense que ça suffit plus aujourd'hui. On ne peut plus rester dans cette position-là, dans cette relation-là à la nature. Il me semble qu'il y a quand même plusieurs types de valeurs de la biodiversité. Alors en effet, il y a les valeurs qu'on essaye d'évaluer avec les services écosystémiques, les paiements pour services écosystémiques, toutes ces outils anthropocentrés en fait, qui permettent de sensibiliser un public qui en fait ne voit pas d'intérêt à la biodiversité pour elle-même. Mais ce système-là, il est complété aussi par des projets, des financements, des acteurs qui travaillent sur la biodiversité et sur sa valeur intrinsèque et sur sa valeur pour elle-même au-delà de tout ce qu'elle peut apporter aux sociétés humaines. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition entre ces deux systèmes de valeurs. C'est juste des systèmes qui parlent à des acteurs différents, qui permettent de convaincre des publics différents. Et quelque part, on voit bien que justement, face à l'échec de la préservation de la biodiversité, on a besoin de parler à des acteurs différents et de toucher des publics qui, en fait, ne se sentent pas du tout concernés. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a tous ces arguments qui se sont développés pour pouvoir parler avec des systèmes que comprennent certains décideurs, certains élus, avec des chiffres, avec des choses qu'ils peuvent comparer avec leur mode de fonctionnement normal, usuel. Et donc voilà, pour moi ça se complète pas, c'est juste une palette d'arguments en fait différents qui parlent à différents publics pour essayer vraiment de toucher très très largement tout type d'acteurs, de publics, de citoyens qui a chacun un système de valeurs différent. Pour le coup, ça pose aussi le problème de la formation des élites en France, enfin en France et ailleurs, c'est-à-dire moi j'ai un peu enseigné une année avec mes collègues géologues à la demande du directeur de l'NTPE. On avait enseigné à l'NTPE, je vous garantis qu'à l'NTPE, les types ils sont là pour faire des ponts, des autoroutes, des trucs. Que l'autoroute passe à travers un lotissement, c'est pas leur problème, c'est le problème de l'État de s'occuper d'évacuer le lotissement. Donc les problèmes humains, sociaux et puis alors environnementaux de ces grands aménagements, c'est pas vraiment leur problème. Après, ils s'étonnent que Notre-Dame-des-Landes, il y ait des Notre-Dame-des-Landes ou des problèmes comme ça. Mais parce qu'ils ont... Alors, pas tous, dans ces écoles-là, il y a une minorité d'individus qui sont absolument remarquables, brillantissimes et extrêmement intéressants. Mais ça reste une minorité, les autres, ils sont là, ils sont bons en maths et en physique, et les Français sont bons, on a des bons ingénieurs, ils savent fabriquer des ponts, des autoroutes, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, la dimension sociale et environnementale de ces grands aménagements, encore dans ces écoles-là, c'est pas simple. Il n'y a pas une très grande conscience environnementale de la part de ces gens-là. Et comme c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui sont dans les ministères, les types qu'on fait centrale, mine, polytechnique, c'est eux qui pilotent les ministères. Davantage à mon avis d'ailleurs que les politiques.
Et donc c'est eux qui continuent d'imprimer un certain type de développement économique. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient très convaincus de la dimension environnementale des problèmes de notre société, quoi. Je vous propose peut-être qu'on essaie de voir s'il y a des questions dans la salle pour redonner un peu de la parole aux participants. Hervé, mais pas que lui, il y aura d'autres, j'espère. Deux remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. D'une part, l'utilisation en termes de communication et d'outils pour essayer de rallier une partie de l'opinion, très bien, et on a tous adhéré dans ce cadre-là. Après, la question du modèle économique dans lequel ça s'inscrit, et ce qu'on vient de dire sur l'aspect agricole me paraît tout à fait évident. Les agricultures qui sont plus respectueuses de l'environnement s'inscrivent dans des modèles différents, sont très innovants, se réapproprient l'aval, gèrent différemment leurs intrants, enfin, ils reconçoivent complètement leur système dans une logique beaucoup plus autonome et beaucoup plus résiliente. Et ça répond sans doute à la question de mutation dans laquelle on devra aller d'une manière ou d'une autre. Il y a un enjeu aussi à casser les politiques sectorielles et d'avoir cette vision globale qui permet de faire effectivement des enjeux environnementaux, clairement des enjeux transversaux. Bonjour. Oui, c'est peut-être moins pour poser une question que pour tenter moi-même d'apporter un morceau de réponse à la question à quoi les PSE sont-ils utiles et à quoi les MAE sont-elles utiles. En fait, au niveau de la conversion des exploitations dans un système agricole un peu plus résilient, qui prennent en compte par contre, par exemple, les bandes enherbées ou l'entretien des haies. Le postulat qu'on fait, c'est que dans un territoire, il faut des exemples, des exploitations qui montrent que oui, c'est possible, on peut le faire sans boire la tasse. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'exploitants qui hésitent parce qu'ils croient que c'est possible de... Alors, un truc maintenant qui a été démontré, mais ils croient que c'est possible de ne pas perdre de productivité en maintenant des haies. Ou de ne pas perdre trop de productivité en ne labourant pas. Et en fait, maintenant, ça a été documenté, mais parce que des gens l'ont fait. Et le fait est que si on arrive à mettre en place... Enfin, moi, je crois au système MAE et au système PSE. Enfin, je me dis que ça a peut-être un intérêt. Si effectivement, ça permet d'accompagner des agriculteurs, qu'on va dire, qui sont un peu pilotes, parce qu'ils sont déjà convaincus, de les accompagner sur des pratiques un peu plus respectueuses des cycles naturels et que les autres membres de la communauté d'agriculteurs se rendent compte qu'ils ne font pas forcément faillite. Et voilà. Et je pense que ça a cette utilité-là. Après, je suis assez d'accord. Enfin, j'ai aussi été un petit peu catastrophé quand on voit s'éteindre des MAE, quoi. C'est sûr qu'on se dit, voilà, il y a un effet d'aubaine et puis on le constate aussi sur le terrain. Je souhaite compléter dans ce sens et rebondir sur la question de l'efficacité, la performance économique. Alors, je suis moyennement d'accord que les MAE, on a dépensé beaucoup d'argent et ce qu'on gagne maintenant, c'est pas assez par rapport aux dépenses peut-être, ou voilà, quand on a toujours le problème n'est pas résolu. Je pense peut-être que si on n'a pas fait, on serait peut-être dans une situation encore plus catastrophique. On voit, par exemple, je me rappelle l'exemple de la prime herbagère agri-environnementale pour laquelle on a dit c'est une prime, c'est un effet d'aubaine, etc. Elle a été martelée et tout. Et puis après, à la fin, le rapport avant qu'on l'enlève, et puis elle a été transformée en MAEC. Système herbagé au pastoraux, je crois. Donc, et en fait, elle a montré que si il n'y avait pas la prime herbagère agri-environnementale, peut-être que la fermeture des milieux serait encore plus catastrophique, délaisser l'activité agricole, etc. dans les zones de montagne. Voilà. Et un autre point, c'est celui de la... moi, je crois dans les pouvoirs du marché. Donc, je pense que comme les paiements, toujours pour les MAE, c'est l'agriculteur est payé est compensé sur un manque à gagner, réalisé, qu'on voit parce qu'il tient un cahier, etc. Mais peut-être que le gain environnemental en lui-même, il serait
mieux payé par la société qui a des attentes qui évoluent de plus en plus. Donc peut-être que si on libère cette situation, soit par des enchères agri-environnementales, par d'autres mécanismes, mais que ça soit la société qui donne la valeur dont elle a besoin ou qu'elle voilà. Donc il y a cet aspect-là, et peut-être que les agriculteurs ils seront rémunérés, enfin pas que les agriculteurs, mais ceux qui sont en train de mettre en place ces services environnementaux. Donc eh bien, si on les paye à juste comme ils s'attendent, peut-être que dans ce cas, plus que ces coûts compensés, peut-être que les résultats seraient encore meilleurs. Et enfin, oui, c'est des biens environnementaux, il n'y a pas de prix de marché, et ils sont difficilement quantifiables. Donc voilà, peut-être que dans ce cas-là, au niveau des innovations technologiques ou par rapport à la quantification des gains environnementaux, s'il y a une avancée, peut-être ça faciliterait le calcul, on va dire. Voilà. Avant de juste donner la parole à Hervé, c'est juste un petit commentaire. Tout à l'heure, Grégory, tu as évoqué les obligations réelles environnementales, qui sont ce nouvel outil qui est disponible dans le Code de l'environnement et qui correspond donc à une servitude volontaire qu'un propriétaire va engager sur ses parcelles en liant cette servitude à un cahier des charges environnementales. Les conservateurs d'espaces naturels et leurs fédérations se sont portés volontaires pour développer ce type d'outil, le tester. Et dans les pays anglo-saxons, il est accompagné quasi systématiquement d'un système d'exonération fiscale sur les parcelles qui sont engagées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Et finalement, je me disais, pour que le dispositif soit incitatif, il faudrait effectivement qu'il y ait cette exonération. Et cette exonération, c'est bien, me semble-t-il, ce que tu évoquais, Sandra, à l'instant, c'est d'un moment donné la société qui, à travers là un dispositif législatif, va accepter que quelqu'un paye moins d'impôts parce qu'il s'engage à préserver sur ses parcelles un intérêt écologique à travers le cahier des charges et la servitude auquel il va contractualiser. Donc on est bien effectivement dans ce dispositif où à un moment donné, c'est à travers l'impôt et à travers là une baisse, un consentement à baisser l'impôt à des propriétaires qui s'engagent que la société va finalement rétribuer quelque part le propriétaire. Hervé ? Ouais. Je vous propose juste du coup de prendre une dernière remarque et après on ira déjeuner. C'est un bon argument là. Ça... Je suis navré de reprendre encore la parole. Je voulais juste réagir sur la question des MAE et entre autres des systèmes herbagers et pastoraux qui a pris effectivement la suite. Il y a eu une évaluation en Rhône-Alpes, j'y ai contribué et on a démontré que ce qui était intéressant et vertueux, c'était grâce à un accompagnement technique d'aider des exploitations à changer de modèle, changer d'organisation et construire quelque chose de plus résilient et de plus respectueux de l'environnement. Et que ce n'était pas avant tout le financement, mais c'était le financement complété par un accompagnement technique. C'est publié au ministère de l'Agriculture, là, dans les cahiers techniques de l'agriculture, il y a quelques jours. Merci à nos intervenants de ce matin et à Hervé pour l'animation de cette table ronde. Merci beaucoup.